pour savoir, mais moi, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui me paraît juste. Bonjour, je suis Xavier Jalleran et bienvenue dans ce 21e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Dans cet épisode, je suis accompagné de Maïlan Ripoche et nous parlons de la question de l'estime de soi. Maïlan est coach depuis plus de 10 ans maintenant et au cours de cette conversation, elle nous donne des pistes et des conseils pratiques pour améliorer notre estime personnelle afin de mieux s'accepter et de progresser plus facilement vers l'atteinte de nos objectifs. 2 points avant de lancer l'interview. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en allant sur le lien suivant, extraform.fr/21, le chiffre 21. Et le deuxième, c'est que vous pouvez vous abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes. Je lis tous les avis qui sont déposés et je remercie d'avance tous ceux ou celles qui prendront le temps de laisser un petit mot. D'ailleurs, si vous souhaitez laisser un avis, il vous suffit de vous rendre soit sur le lien extraform.fr/iTunes ou sinon, vous cherchez directement Parlons Forme dans le moteur de recherche de l'application. Très bonne écoute! Bonjour Maïlan et merci de m'accompagner pour ce podcast. Bonjour Xavier et ravie d'être avec toi. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais? Oui, donc je suis Maïlan Ripoche et je suis coach en connaissance de soi et gestion du stress par la pleine conscience. Disons que j'ai plusieurs casquettes, donc j'accompagne les individus donc à titre particulier, donc dans des objectifs personnels et professionnels, où en gros je les aide à mieux se connaître, mieux gérer leurs émotions, pour d'une manière générale être plus heureux dans leur vie perso et pro en fait. Je suis aussi formatrice et donc j'interviens régulièrement en entreprise dans des grands groupes comme Total, Schlumberger, Engie, Minute Buzz, Johnson & Johnson, donc des grandes structures où j'anime des ateliers de gestion du stress par la méditation de pleine conscience. Et puis, oui, je fais pas mal de choses en fait. Je suis aussi conférencière, donc là j'en suis plutôt à mes débuts, mais c'est vraiment quelque chose là que je veux développer et qui va se développer. Enfin ça c'est clair, je le sens et c'est vraiment quelque chose que je sens que je serais vraiment amenée à faire. Et puis j'ai une chaîne YouTube et un blog qui s'appelle Les Guerriers Pacifiques où là je donne des conseils, des astuces pour mieux vivre son quotidien, donc des thématiques autour du développement personnel et de la spiritualité en général. Et puis et la dernière chose, c'est j'ai aussi une application de méditation de pleine conscience qui est gratuite et qui s'appelle Méditer avec LGP. Voilà. Donc voilà pour tout ce que je fais. Ce nom de guerrier pacifique, ça vient d'où et c'est quoi le concept derrière? Alors en fait, je l'ai pompé d'un livre de Dan Millman, donc c'est un roman initiatique qui s'appelle Le Guerrier Pacifique, que j'ai découvert quand j'avais 19 ans. Et pour la petite histoire, en fait, c'est donc à 19 ans, j'ai commencé le kung-fu de Shaolin. Et à la fin d'un cours, mon prof, donc on était en début d'année, je venais de commencer et j'avais un petit peu échangé avec lui. Et un jour, et donc il m'a ramené un livre. Et du coup, ce fameux livre, Le Guerrier Pacifique, et c'était son exemplaire. Il m'a dit tiens, je te le prête, lis-le. Je pense que ça va te parler et dis-moi ce que t'en penses. Et il m'a dit à ce moment-là, c'est vraiment le genre de livre qu'on lit avec différents degrés, il y a différents degrés de lecture en fonction de son niveau de conscience. Donc il me disait, moi je te conseille de te le procurer parce qu'aujourd'hui tu vas comprendre certaines choses et tu le relis dans quelques années et tu vas voir d'autres choses. Et en fait moi c'était une période de ma vie où forcément 19 ans, donc je sortais un peu de l'adolescence, tout ça, vraiment pas beaucoup de confiance en moi. Où je me cherchais, et c'est aussi pour ça que j'ai commencé des arts martiaux, c'était d'abord pour reprendre confiance en moi. Et quand j'ai lu ce livre, ça a été une vraie révélation en fait. En fait, il a répondu à toutes les questions que je me posais sur le sens de la vie en général, et ça m'a permis de trouver une voie à suivre en fait, celle du guerrier pacifique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui mon slogan, oui, c'est soyons maîtres de notre vie avec courage, sagesse et humour, parce que pour moi, en gros, si je devais résumer la voie du guerrier pacifique, c'est vraiment ça. C'est être maître de sa vie, donc prendre la totale responsabilité de sa vie
Et pour moi, il y a 3 valeurs qui sont fondamentales et qui ressortent pour moi dans ce livre et dans ma vision aussi des choses. C'est le courage, la sagesse et l'humour. C'est mes 3 valeurs phares, en fait. Donc voilà pour l'histoire par rapport à ce blog. Et donc du coup, quand j'ai lancé mon blog et ma chaîne YouTube en 2016, août 2016, donc ça va faire 2 ans bientôt, je me devais en fait d'honorer, de rendre hommage à ce livre qui moi a vraiment changé ma vie. Pour moi, il y a eu un avant et un après ce livre. Ça a été en fait le début en fait de toute une quête intérieure et ça a été le point de départ de ce que je fais aujourd'hui. Et donc quand j'ai appelé mon blog et ma chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques, c'est avant tout pour m'adresser aux personnes qui ont été touchées autant que moi par ce livre et qui se reconnaissent dans cette voie. D'accord. Et tu l'as relu depuis? Ah oui, je l'ai lu. J'ai même fait mon mémoire de coaching dessus en PDF. Donc je l'ai lu. J'ai dû le lire au moins 4 ou 5 fois. Et à chaque fois, je vois qu'il y a des vraiment, comme il disait, des différents niveaux de lecture. Et à chaque fois, j'y vois les choses. Je le lis différemment à chaque fois en fait, parce que j'avance et du coup, j'y découvre des choses que je n'avais pas perçues à la première lecture. Ouais, c'est vrai que moi j'ai déjà aussi ressenti ça en relisant des bouquins plusieurs années après les avoir lus une première fois. Effectivement, parce que t'as évolué entre temps et donc tu lis pas du tout de la même façon. Et c'est vrai que finalement, et c'est une remarque que je m'étais faite parce que pendant un temps, je lisais beaucoup de bouquins autour, ça peut être la santé, ça peut être le sport, mais aussi tout ce qui est dev perso ou même business. Et en fait, plutôt que d'acheter tout le temps des nouveaux bouquins, il suffirait peut-être d'en avoir 20, les 20 les plus recommandés, et de lire que ces 20 livres une fois tous les 2 ans. Et en fait, ça se trouve, on progresserait exactement de la même façon. Je me dis ça parfois. Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, moi, je vois ma bibliothèque. Bon, après, je lis très lentement, donc c'est l'avantage. Du coup, j'ai pas trop de livres non plus. Mais c'est vrai que honnêtement, enfin, c'est plus ou moins toujours la même chose qui est dit avec des mots différents ou des exemples différents. Mais dans le fond, moi, si je devais faire une sélection, en gros, j'en choisirais même pas 20, tu vois, même 5. En fait, où il y a tout, il y a déjà tout, en fait. Et comme tu dis, en fait, en les relisant, finalement, on se les approprie différemment en fonction de là où on en est. Puisqu'en fait, voilà, tout le monde dit plus ou moins la même chose, hein, personne a rien inventé. Donc on n'a pas besoin, souvent, on fait et moi je m'en rends compte, hein, et là je me soigne, mais on est vachement dans la boulimie d'informations, et surtout quand on est coach, ou voilà, quand on est passionné un peu de développement personnel, on a l'impression qu'on va louper quelque chose si on lit pas le dernier livre qui est sorti, si on fait pas la dernière formation tendance, alors qu'en fait c'est toujours la même chose. C'est juste que voilà, il y a des approches ou des façons de dire les choses, des façons de faire qui vont plus nous parler, mais dans le fond, on en revient toujours à la même chose. En tout cas, moi je parle dans mon domaine, on en revient toujours à la même chose, quoi. Je suis globalement parfaitement d'accord avec ça. J'ai vu sur ton site que en fait, tu présentes différents outils que tu utilises justement pour faire tes coachings, tes accompagnements, et donc c'est la PNL, donc la pleine conscience et la communication non violente. Et en fait, parce que tu as dit que tu as lancé ton site, ou ton blog et ta chaîne YouTube il y a 2 ans de ça, il y a 2 ans de ça, et du coup, tu t'es formé à ces différentes méthodes depuis, ou c'était déjà un processus que tu avais lancé avant? Non, en fait, moi, ça fait depuis 2010, donc ça fait 8 ans en fait que je suis coach. Okay. Et ça fait que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, où j'ai développé ma communauté sur les réseaux sociaux, donc depuis 2 ans seulement. Mais moi, je me suis formée depuis. J'ai été certifiée coach en 2010. Donc, je me suis formée à la PNL à partir de 2009. Et donc, ça fait 10 ans que je me forme en fait. Donc, non, toutes ces formations-là, ils ont presque 10 ans maintenant. Enfin, ça a été une formation continue, mais j'ai commencé avec la PNL en 2009. Pardon. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on parle du sujet de la confiance en soi et de l'estime de soi, parce que finalement, et ça, on l'a déjà vu lors de précédents épisodes du podcast, c'est que en général, en fait, nos pensées vont être à la base de nos émotions et de nos actions. Et du coup, voilà, c'est-à-dire que si on a une mauvaise image de soi, une mauvaise confiance en soi, ça va être difficile d'avoir des actions positives pour évoluer dans le
voilà, dans le sens qu'on veut l'atteindre, quels que soient ses objectifs. Déjà, peut-être première question, est-ce que t'es d'accord avec cette idée que justement les pensées sont à la base de tout? En grande partie, oui. Voilà, je pense que oui, les pensées conditionnent, comme tu dis, nos émotions et nos sensations, nos ressentis. Après, en fait, les trois s'alimentent. En fait, c'est un peu comme un camembert avec, on va dire, trois parties. Donc, il y a les pensées, les sensations et les émotions. Et donc, en fait, toutes ont une influence sur, chaque partie a une influence sur les deux autres. Donc, souvent, quand même, le point de départ, et quand on le relie à la confiance en soi et l'estime de soi, oui, souvent, c'est quand même les pensées, donc les pensées dévalorisantes qui vont impacter ensuite nos émotions et la sensation de manque de confiance en soi. Oui, souvent, c'est quand même l'origine vient des pensées. Mais oui, après, il y a clairement cette idée de cercle, alors, soit vertueux, soit vicieux. soit comme vicieux, voilà, exactement. Que effectivement, c'est dans un sens si on a des pensées qui sont un petit peu plus positives, on va avoir des actions un peu plus positives, et du coup, ça, voilà, effectivement, les unes s'alimentent les autres, mais malheureusement, c'est aussi valable dans l'autre sens. Exactement. Est-ce que tu vois une différence entre la notion d'estime de soi et la notion de confiance en soi? Parce qu'on voit les deux et voilà. Oui, en fait, la confiance en soi, c'est vraiment l'idée que je me fais sur ma capacité à faire quelque chose, à réaliser quelque chose. Donc, c'est vraiment de l'ordre du savoir-faire, finalement. Donc, c'est ce que je me sens capable d'affronter une situation, ou est-ce que je me sens capable de faire quelque chose. Alors que l'estime de soi, elle est plus en rapport... c'est vraiment l'idée que je me fais de qui je suis, c'est vraiment la valeur que je me donne. Donc donc les deux s'influencent encore une fois, mais c'est deux notions différentes. Donc ça veut dire en fait que finalement, et ça j'avais fait une vidéo dessus, sur le fait que c'est impossible, de mon point de vue, d'avoir tout le temps confiance en soi. Parce que on peut pas être doué et être compétent dans tous les domaines, donc forcément, on va avoir des zones d'excellence où on va être bon et on va avoir confiance en nous dans tel ou tel domaine, donc plutôt dans des domaines qu'on maîtrise ou dans lesquels on est bon. Et à l'inverse, des situations où on va avoir moins confiance en soi parce que on a un peu moins d'expérience ou c'est un peu moins notre truc. Et j'avais aussi fait une vidéo justement sur mon cours de salsa que j'avais repris cette année, où je suis arrivée en plein milieu d'année, donc au mois de janvier. Donc ça veut dire que la plupart des élèves avaient déjà quasiment 6 mois de pratique. Et en plus, je suis arrivée à un niveau intermédiaire. Enfin, c'est salsa con rumba, quoi. Et en fait, c'était assez drôle de voir que, en tant que coach, j'ai plutôt confiance en moi parce que je sais que j'ai confiance en mes capacités en tant que coach. Et quand je suis dans ma posture de formatrice, de coach ou même là de conférencière, je me sens légitime, je me sens à ma place et je peux dire oui, j'ai confiance en moi. Et là, je suis arrivée du coup au mois de janvier et j'ai commencé ce cours de salsa où je pensais avoir un bon niveau. Et en fait, j'arrive dans cette école où le niveau est vraiment ultra bon. Et là, je me suis sentie une merde. Et là, mais aucune confiance en moi. C'est-à-dire que je me cachais presque, je me mettais au fond de la classe pour pas que le prof me voie. Je me reconnaissais pas, quoi. Et je me suis dit, vive la coach, quoi. Et en même temps, je l'ai raconté en vidéo parce que pour moi, c'était important aussi de dire aux gens, voilà, c'est normal de pas avoir confiance en soi tout le temps. C'est facile d'avoir confiance en soi quand on est notre zone de confort, notre zone d'excellence. Par contre, vous prenez la même personne, typiquement moi, vous me sortez de mon contexte où je suis à l'aise, où je suis bonne, et là, de suite, j'ai beaucoup moins confiance en moi. Donc, pour les gens qui nous écoutent, j'ai envie de dire, c'est normal, en fait, que vous n'ayez pas toujours confiance en vous, et donc choisissez déjà pour alimenter un peu la confiance en vous, choisissez un domaine ou une activité dans lesquelles que vous aimez et dans lequel vous êtes bon, où vous avez des facilités. Ça va déjà permettre de nourrir la confiance en soi. Et du coup, en face, il y a l'estime de soi, pour moi, qui est un niveau un peu plus profond, où là, c'est vraiment la valeur que je me donne. En gros, c'est est-ce que j'estime que je suis une bonne personne, une belle personne ou pas. Donc donc là, c'est vraiment au niveau de l'être, c'est l'idée que je me fais de qui je suis. Donc, et ça, à la limite,
Pour moi, c'est quelque chose à travailler. Alors en parallèle, mais peut-être quitte à choisir, ça serait peut-être ça en premier, parce que je dirais ça c'est vraiment la base avant de travailler sur la confiance en soi, c'est d'avoir déjà une bonne image de soi, une bonne estime de soi, reconnaître notre propre valeur et du coup ça sera aussi plus facile de développer la confiance en soi, donc au niveau du savoir-faire finalement. Et ça c'est quelque chose voilà, une fois qu'on a une bonne estime de nous, ça peut pas bouger. Bon, enfin après ça dépend, il y a selon les aléas de la vie, mais en général c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus solide que la confiance en soi, qui dépend un peu aussi des circonstances. Alors que l'estime de soi, c'est un peu transcontextuel. C'est j'ai une bonne image de moi ou j'ai pas une bonne image de moi, mais c'est pas en fonction des situations en fait. Oui, c'est ça. Et qu'on soit dans une situation où on est plus ou moins à l'aise, où on a plus ou moins peur, finalement, le fait même, enfin voilà, on fait quelque chose de nouveau, on va avoir peur d'être, je sais pas, un peu ridicule ou que du regard des autres. Mais si on a confiance en soi, ça va être aussi beaucoup plus facile à la fois de se lancer et à la fois, justement, d'accepter le regard des autres parce que finalement, on sait qu'au fond de nous, on a des bases solides qui permettent de dire, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce que je vaux au final, quoi. C'est ça, ouais. Donc c'est vraiment la valeur qu'on se donne, quoi. Est-ce que tu as déjà pu, alors je sais pas si c'est facile comme ça à dire, mais tu vois, identifier auprès des personnes que tu as pu accompagner peut-être, s'il y a peut-être des caractéristiques, on va dire, communes aux personnes qui vont manquer justement, alors pas forcément de confiance en soi, mais de façon plus large d'estime personnelle? Oui, hein, enfin c'est clair, ça vient souvent de notre passé et donc de notre éducation et je dirais même de notre passé familial. Donc, moi, ce que je vois dans les personnes que j'accompagne, et encore ce matin, justement, travailler sur l'estime de soi et clairement, ce qui est ressorti, c'était la relation avec son père. Donc, qui avait un petit peu amputé sa confiance en elle et son estime d'elle-même, parce que même si nos parents font ce qu'ils peuvent et ils font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Moi, ce que je constate, c'est que 90% du temps, en fait, ça vient, nos blessures, en fait, viennent de nos parents, en fait, de la relation qu'on a eue avec nos parents et des croyances qu'on a développées dans notre enfance, en fait, en fonction de ce qu'on a entendu ou de ce qu'on nous a dit. Je dirais que en tout cas moi, de ce que j'observe, dans 90% du temps, l'origine, elle est dans notre enfance et dans la relation qu'on a avec nos parents. Et après les 10% restants, j'ai déjà eu le cas aussi. Je dis 10%, 90, hein, c'est pas scientifique, mais voilà, moi de ce que j'ai pu observer, c'est des expériences. L'indépendant, allez, on va dire 80-20. Les 20% restants, c'est des expériences, alors soit à l'école. Donc là, c'est indépendant des parents, mais donc des expériences qui ont été douloureuses. Ça peut être aussi des fois avec un instituteur ou avec d'autres élèves, ou une expérience professionnelle aussi qui a été trop traumatisante. Mais quand même, la plupart du temps, quand c'est des expériences professionnelles, c'est-à-dire quand on est adulte finalement, en fait, ça vient faire écho à ce qui s'est passé dans notre enfance. Donc, c'est une expérience qui va renforcer quelque chose, enfin une croyance qu'on pouvait déjà avoir au sein de nous, quoi. Et donc finalement, ça la développe encore plus. Voilà, ça vient faire écho, mais généralement le point de départ, il est plutôt quand on était plus jeune, quoi. Ouais, donc après, du coup, c'est aussi intéressant de savoir ça parce que, alors déjà, ça peut permettre de prendre conscience de deux choses, c'est que finalement. Cette estime de soi, elle est pas forcément, on n'en est pas forcément là à l'origine. Du coup, ça peut être aussi un moyen de prendre du recul vis-à-vis de ça. Oui, parce que je pense qu'un bébé, quand il naît, il se pose pas la question de est-ce que j'ai confiance en moi ou est-ce que j'ai de la valeur. Par définition, et encore, j'allais dire, la question, elle se pose même pas de la confiance en soi. Par contre, un bébé par nature, voilà, il est dans l'amour, il reçoit, il se pose pas de questions. Et c'est plus tard, justement, en fonction de notre vécu et de notre expérience, de notre environnement familial, qui va justement modifier cette confiance et l'amour que l'on se porte en fait naturellement. Alors,
Du coup, l'objectif de ce podcast, ça va pas être de remuer le couteau dans la plaie, on va dire, mais peut-être essayer justement d'apporter des solutions aux personnes qui nous écoutent. Alors du coup, est-ce que est-ce que tu as des recommandations de choses qu'on peut faire pour essayer d'améliorer notre estime personnelle? Alors, encore une fois, moi je distingue la confiance et l'estime. Ouais. Donc, l'estime, déjà, encore une fois, ça rejoint la valeur que l'on se donne, et ça passe déjà par une bonne connaissance de soi. Donc, c'est vraiment, dans un premier temps, distinguer les croyances qu'on m'a inculquées et mes croyances. Donc, distinguer les croyances limitantes des croyances aidantes. Et donc, pour ça revient un petit peu au point de départ du podcast, qui était, l'origine de nos croyances limitantes, c'est nos pensées. C'est qu'est-ce qu'on se raconte à propos de qui on est et de ce qu'on vaut. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, une des premières choses, c'est de connaître ses valeurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie. Et ça va nous permettre aussi de savoir un peu plus qui on est, parce que pour moi, avant, d'apprendre à s'aimer, c'est de savoir qui on est, en fait. Donc, là, on pourrait passer une journée dessus pour savoir qui on est. mais en gros, pour donner des trucs très concrets, c'est vraiment se poser la question donc, si je fais table rase de ce que j'ai entendu, de ce qu'on a dit sur moi, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Et donc souvent, moi, je donne l'exercice dès le départ à mes clients. Je leur demande de dresser leurs 10 valeurs et leurs 10 anti-valeurs. Donc les valeurs, c'est les choses qui sont importantes pour moi dans la vie en général. Donc ça ne dépend pas d'un contexte en particulier. C'est vraiment, d'une manière générale, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui me booste en fait. Et donc ça, c'est des trucs du style, je sais pas, liberté, égalité, fraternité, l'amour, la famille, la justice, l'honnêteté, le courage, l'humour, la beauté. Enfin, ça peut être donc ce genre de choses en fait. Donc c'est vraiment de savoir moi, c'est quoi qui est important pour moi dans la vie. Ensuite, les 10 antivaleurs. Donc les 10 antivaleurs, à l'inverse, c'est les choses que je ne supporte pas. Et ensuite, pourquoi en fait je demande aux personnes de réfléchir à leurs antivaleurs, c'est parce que vraiment entre les deux, en gros, entre ce qui est hyper important pour moi et ce que je déteste le plus, ce qui me rebute, entre les deux, c'est là où mes choix vont se faire et c'est là où je suis finalement. Parce que pour moi, c'est aussi important de savoir ce qui nous motive et ce qui nous plombe. Ouais, oui. Parce que ça va nous permettre de faire des choix beaucoup plus conscients. Et parce que souvent, en fait, ce qui se passe en coaching, c'est que la personne, souvent il y a des choix qui doivent se faire et les personnes n'arrivent pas à choisir. Et le fait d'avoir identifié à la fois ce qui est important et ce qui nous rebute, ça permet de savoir à quoi je dis oui et à quoi je dis non. Et donc souvent, ce qui vient en fait, c'est au niveau professionnel. Donc par exemple, souvent la question c'est je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et donc, les personnes, une fois qu'elles ont identifié, qu'elles ont la valeur, respect, honnêteté, convivialité, plaisir, donc ce genre de choses. Mais à la fois, ce qu'elles ne supportent pas, c'est, la méchanceté, la violence, l'intolérance, donc ce genre de choses. Et donc, du coup, ça nous permet de savoir un peu plus qui on est, en fait, ce qui est important pour nous et ce qui est non négociable. Parce que ce que j'explique aussi, c'est que les valeurs, quand on sait qui on est, et ce qui est important pour nous, les valeurs, elles sont non négociables. Ce qui est négociable, c'est la façon dont on va répondre et la façon dont on va nourrir la valeur. Par exemple, la valeur, la valeur convivialité. En fait, il y a plein de façons de la nourrir, cette valeur. Mmh. Donc, il y a à la fois, pour certains, ça va être d'inviter des amis à la maison toutes les semaines, alors que d'autres, ça va être convivialité, je sais pas, un autre exemple. Enfin voilà quoi. en fait, tout ça pour dire qu'il y a, pour une valeur, il y a plein de façons de la nourrir. Et donc, ce qui est non négociable, c'est par exemple c'est la valeur convivialité ou la valeur amour, la valeur honnêteté. Et là où on va être plus souple, c'est la façon dont on va les nourrir et les satisfaire. Donc, pour revenir au truc de départ qui est sur l'estime de soi, donc ça, c'est un exercice très concret en fait pour savoir un petit peu
qui on est. Et ensuite, la deuxième partie de l'exercice, c'est de dire, de faire un tableau et d'écrire dans la première colonne qu'est-ce que je fais concrètement aujourd'hui pour satisfaire cette valeur. Donc j'ai mes 10 valeurs et j'écris, je donne des exemples qui me prouvent que j'ai bien cette valeur-là et que je la nourris au quotidien. Et si vous avez du mal à remplir, à donner des exemples par rapport à une valeur, c'est qu'il y a un souci. C'est que justement, vous n'êtes pas en train de nourrir votre système de valeurs et du coup, peut-être que ça peut expliquer un certain déséquilibre ou un certain mal-être dans votre vie en général. Et c'est une façon de ne pas vous honorer finalement. Donc en honorant vos valeurs et en les nourrissant, en fait, c'est une façon de vous honorer et de nourrir l'estime de soi aussi et la confiance en soi. Et ensuite, la suite de l'exercice, c'est d'écrire, de trouver des idées, donc toujours en face de chaque valeur, comment je peux faire, enfin qu'est-ce que je peux faire plutôt pour nourrir davantage cette valeur au quotidien. Donc si je reprends par exemple la valeur convivialité, peut-être qu'aujourd'hui pour moi la convivialité c'était appeler mes amis une fois par semaine pour prendre des nouvelles, et je me rends compte que j'aimerais bien plus les voir, et ça c'est quelque chose que je ne fais pas et c'est quelque chose que je pourrais faire pour nourrir davantage ma valeur convivialité. Et donc dans ma deuxième colonne je vais dire ce que j'aimerais faire ça serait voir mes amis un peu plus souvent. Donc un peu plus souvent c'était combien, donc je sais pas, 2 fois par mois par exemple. Donc ça c'est une première façon très facile et très concrète de savoir un peu plus qui on est et de nourrir l'estime de soi. Ensuite, une autre chose, et là c'est on va dire mon domaine de prédilection, donc c'est la pleine conscience. Et la pleine conscience, donc c'est quoi? C'est le fait de porter son attention au moment présent, sans jugement et sans attente. Donc contrairement à ce qu'on pense, la pleine conscience ne consiste pas à atteindre un objectif, ne consiste pas à se sentir mieux, plus détendu, à être zen. C'est juste d'accueillir le moment présent tel qu'il est. Ça veut dire qu'il soit agréable, désagréable ou neutre. Et souvent, donc l'entraînement de départ, c'est on prend contact avec notre respiration et forcément, au bout de quelques secondes, va y avoir des pensées. Et pour faire le lien avec l'estime de soi et la confiance en soi, c'est ce qu'on a dit au départ, c'est qu'en fait, souvent ce qui nuit à notre confiance en nous, à notre estime de nous, c'est notre discours intérieur, c'est notre dialogue intérieur négatif. Et la pleine conscience, en fait, va nous permettre de prendre de la distance vis-à-vis de ces pensées-là, la rumination mentale, donc les idées noires ou les pensées négatives, pour nous apercevoir que nous ne sommes pas nos pensées, que nos pensées, c'est juste un phénomène mental, c'est un peu comme un nuage qui passe dans le ciel. Et l'idée, c'est quand je vois que j'ai une pensée où je me dénigre en disant ouais, t'es nul, comme moi pendant mon cours de salsa, c'est pas possible, t'es une grosse quiche, et de dire ok, de prendre de la distance par rapport à cette pensée en disant ok, j'ai la pensée, je suis une grosse quiche, mais je ne crois pas à mes pensées. C'est juste, je la vois comme un phénomène mental, j'en rigole, mais je ne crois pas à ce que je me raconte. Et souvent, en fait, dans les personnes qui manquent de confiance en elles et d'estime d'elles-mêmes, c'est que, comme elles n'ont pas les outils, en fait, on ne sait pas, en fait. Donc, on croit à ce qu'on se raconte à propos de nous. Et donc, on va nourrir toute cette négativité et tout ce dialogue interne négatif. Et moi, j'aime bien parler j'avais fait d'ailleurs aussi une vidéo en disant sur quelle fréquence vous êtes branché. Est-ce que vous êtes sur FM ou NFM? Et l'idée de la pleine conscience, c'est vraiment de voir justement sur quelle fréquence je suis branchée le plus souvent. Est-ce que je suis branchée plutôt sur la critique intérieure et donc du coup, quelle graine aussi je vais arroser? Parce que finalement, plus je me raconte des trucs à mon sujet et donc des choses négatives, et plus je vais alimenter ça et plus je vais arroser les mauvaises graines en moi. Et à l'inverse, la pleine conscience va nous aider encore une fois à prendre de la distance par rapport à notre discours intérieur et de dire j'ai le choix et en conscience de me raconter une autre histoire à mon sujet. Et donc là, du coup, je vais arroser les bonnes graines en moi, parce qu'en fait, nous avons tous des bonnes et des mauvaises graines en nous. Et là où on peut reprendre du pouvoir dans notre vie, en fait, et reprendre la responsabilité de notre vie, c'est en sachant et en faisant le choix d'arroser les bonnes graines en nous.
Donc c'est vraiment de repérer tout ce qui est dévalorisation, les interprétations abusives qu'on peut avoir à notre sujet, et de remplacer des pensées ou des jugements qu'on a sur nous par un discours plus objectif. Et je dis objectif et pas positif, parce qu'on entend, et ça c'est vraiment mon point de vue, on entend beaucoup parler de pensée positive, et moi je suis pas hyper favorable dans le sens où les personnes qui ont très peu confiance en elles ou qui ont une très basse estime d'elles-mêmes, la pensée positive ne va pas marcher. Parce que quelqu'un qui est profondément convaincu qu'elle ne vaut rien, si tu lui dis tous les jours, tu te regardes dans le miroir et tu te dis oui, je suis une belle personne, j'ai de la valeur, etc. La personne, elle va le dire, mais elle n'y croit pas du tout. Donc, plutôt que de raconter, de répéter des affirmations positives auxquelles, franchement, on n'y croit pas, c'est plutôt de dire de court-circuiter les pensées négatives en disant ok, donc là je me raconte que je suis nulle et que je ne suis pas capable, et donc de se dire donne-moi des exemples, prouve-moi, ou voilà, donne-moi des exemples dans lesquels tu as été capable, et donc de remettre de l'objectivité et pas de la positivité, mais vraiment de dire non, c'est pas vrai, la preuve c'est que je ne suis pas tout le temps incapable. Et je fais aussi le lien avec un des présupposés aussi de PNL qui dit que le comportement n'est pas la personne. C'est-à-dire que oui, encore une fois, je reprends mon cours de salsa, je peux me sentir incapable dans une situation, mais là, ça touche à mon comportement. Par contre, je ne suis pas quelqu'un d'incapable. Et c'est là aussi où les personnes qui nous écoutent, ça peut peut-être vous donner une clé concrète, c'est surveiller votre discours intérieur et surveiller les moments où vous vous identifiez à une critique. C'est-à-dire que non, tu n'es pas quelqu'un d'incapable. C'est là, dans ce moment-là, dans ce contexte-là, là, voilà, tu n'as pas réussi. Tu peux progresser. Voilà, tu n'as pas réussi, ou voilà, donc là c'est en termes de compétences et de comportement, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un d'incapable. Donc souvent, voilà, j'avais fait aussi une vidéo qui s'appelle les 7 types de pensées qui nous gâchent la vie, et donc il y a souvent, quand on manque de confiance en nous, on va nourrir des pensées comme le catastrophisme. Donc on va exagérer une situation désagréable, on va voir toujours le verre à moitié vide. Alors que j'ai envie de dire, ok, s'il est à moitié vide, c'est qu'il est aussi à moitié plein. Donc au lieu de te focaliser sur tout ce que tu as fait de travers, regarde aussi tout ce que tu as fait de bien. C'est ça, être juste, en fait, et équilibré et objectif. Donc c'est finalement injuste de mettre le focus que sur ce qu'on n'arrive pas à faire, mais de dire, ok, donc ça, je n'y arrive pas, mais qu'est-ce que j'ai réussi, et de quoi je peux être fière. Donc c'est toujours cette histoire de où mettre le focus, finalement. Donc vraiment, pour moi, c'est remplacer les pensées négatives par un discours objectif et pas forcément positif. Si le discours positif vous aide et que vous croyez aux pensées positives, faites-le. Par contre, si vous voyez qu'en fait, vous n'y croyez pas, dans ce cas-là, essayez de trouver des contre-exemples qui vous prouvent que vous avez été capable dans d'autres situations. Tu parlais justement d'exercices de pleine conscience qui peuvent permettre. Alors, la pleine conscience en elle-même, elle permet justement de prendre conscience peut-être de ses pensées et justement de prendre du recul dessus pour savoir si, pour identifier si elles sont globalement plutôt positives ou négatives. Mais est-ce que, je sais pas, alors que ce soit en PNL ou avec, en pleine conscience ou avec d'autres outils, des exercices aussi qui peuvent nous permettre d'essayer de globalement changer cette forme de discours pour aller plus dans le positif. En fait, ça rejoint un peu les exemples que j'ai donnés. C'est que, contrairement à ce qu'on pense aussi, la pleine conscience ne consiste pas à supprimer les pensées et encore moins à supprimer les pensées négatives. Ouais. Mais vraiment de les observer comme un nuage qui passe dans le ciel. Donc souvent, dans mon programme en ligne, un des exercices que je propose, c'est de dire, voilà, donc vous imaginez, c'est des pensées. Et un des trucs aussi, c'est de nommer la pensée. Le fait de nommer la pensée, par exemple, j'ai la pensée je suis nulle. Plutôt d'habitude, on va croire à cette pensée en ruminant, en disant ouais, qu'est-ce que je suis nulle et je suis pas capable et blablabla.
En pleine conscience, quand on pratique la pleine conscience, hop, on va percevoir la pensée et on va lui mettre une étiquette. On va la nommer en disant « Ah, la pensée, je suis nulle ». Et donc, le fait de la nommer, c'est une façon de la mettre à l'extérieur de nous, une façon de mettre de la distance entre nous et nos pensées, et du coup, de lui donner un peu moins de poids. Puisqu'en fait, quand on est en mode pilotage automatique, du coup, qu'on enclenche le vagabondage et la rumination mentale, encore une fois, on alimente les pensées négatives, alors que la pleine conscience, le fait de les voir un petit peu avec la distance, ça permet de donner un peu moins de poids à ces pensées-là. Et de dire, ok, donc je la vois passer, donc je ne la réprime pas, donc je la laisse monter. Je la laisse monter, parce que de toute façon, une pensée, on peut pas les stopper. Donc, je la vois monter, je l'observe et je la laisse passer. C'est-à-dire que je ne monte pas dessus et je me fais pas tout un film à propos de cette pensée, c'est je la vois passer et je reviens à mes respirations. Et puis elle va revenir. Et je la renomme. Ah, pensée, je suis pas capable. Ok, coucou. Donc je lui dis coucou et je reviens à mes respirations et à mon corps. Puisqu'en fait, le seul moyen en fait de revenir au moment présent, oui, et puis un autre truc aussi, c'est que finalement, quand on observe un petit peu, quand on observe ces pensées, on se rend compte que nos pensées nous ramènent la plupart du temps soit dans un passé qui n'existe plus, ou dans un futur qui n'existe pas encore. Donc, soit on va alimenter un peu toute la dépression, la mélancolie, la nostalgie, tout ça, ou à l'inverse, on va nourrir l'anxiété. En fait, quand on est tout le temps inquiet pour le futur, on va nourrir l'anxiété. Donc le fait de revenir à ses respirations et à son corps, donc en fait les deux seules choses qu'on aura toujours à notre disposition du premier souffle de notre vie au dernier souffle de notre vie finalement, eh bien c'est notre corps et notre respiration. C'est les seules choses qui sont toujours dans le moment présent. Notre souffle et notre corps, ils seront jamais dans le passé, ils seront jamais dans le futur. Ils peuvent être que ici et maintenant. Donc à chaque fois que je reprends contact avec ma respiration et mon corps, je reviens dans la réalité et donc je reviens dans le moment présent, là où finalement la vie se déroule, et ça me permet de retrouver la paix. Parce qu'encore une fois, contrairement à ce qu'on pense, la paix on la trouve pas dans le passé, on la trouve pas dans le futur, on peut la trouver que ici et maintenant. Donc une façon d'être en paix avec nos pensées, c'est tout simplement de revenir, enfin tout simplement, c'est simple mais pas facile, de revenir à notre corps, notre respiration. Et donc, encore une fois, il ne s'agit pas de supprimer les pensées, mais juste de les observer. Et donc, une petite technique de ninja, c'est de les nommer. Et du coup, le fait de les nommer, elles ont beaucoup moins de poids, elles prennent moins d'espace dans notre champ de conscience. Et du coup, ça nous permet d'arrêter de croire à ce qu'on se raconte. Il y a un autre point qui me paraît essentiel aussi sur le fait de travailler sur son estime personnelle, c'est aussi justement de faire preuve d'intégrité personnelle, mais vis-à-vis de soi-même et notamment dans sa capacité à tenir ses engagements. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Oui, tu peux répéter. Non, je disais que en fait, on a souvent tendance, en fait, alors je vais rentrer plus en détail, mais en fait, on a souvent tendance à vouloir, à prendre des engagements. Et en fait, quand on prend des engagements vis-à-vis des autres, on va avoir plus tendance à les tenir parce que justement on a annoncé que on allait faire telle ou telle chose pour cette personne-là. Mais quand on prend des engagements vis-à-vis de soi-même, on va avoir tendance à les abandonner plus facilement. Et pourtant, si on est capable de s'engager vis-à-vis des autres, on devrait être, enfin, c'est pas qu'on devrait être capable, mais c'est aussi important de tenir ce genre d'engagement vis-à-vis de soi-même. Ouais, par exemple, tu penses à quel genre d'engagement, par exemple? Ça peut être, après, si on est dans le domaine de la forme, n'importe quoi, j'en sais rien. Si on décide de se remettre au sport ou de faire plus attention à ce qu'on mange ou j'en sais, des engagements qu'on décide de prendre parce qu'on estime à un instant T que, imaginons, ça va nous faire du bien. Et au final, on a tendance à les abandonner. On peut avoir tendance à les abandonner plus rapidement. Oui, il y a plusieurs choses dedans. Il y a la notion du pourquoi. En fait, c'est que souvent, la motivation, elle est pas si forte que ça, contrairement à ce qu'on se raconte, et qu'on fait aussi beaucoup les choses. Tout à l'heure, on parlait de boulimie au niveau
du développement personnel, de tout ce qu'on peut engranger comme type d'information, de livres, de formations, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais sans grande motivation, parce que tout le monde dit qu'il faut le faire, qu'il faut être vegan, manger bio, et faire 5 heures de sport par jour. Bon, j'exagère, mais presque. Et donc, du coup, on va le faire parce que ça fait bien et parce que ça serait bien que je le fasse. Voilà. Mais en fait, au fond, on n'est pas hyper motivé, et puis souvent, en fait, ça fait pas vraiment sens. Donc en fait, il nous manque un pourquoi fort. Et donc ça, je le vois aussi souvent dans mes séances avec mes clients quand je vois que justement par rapport aux engagements qu'ils ont pris envers eux-mêmes et finalement ils font toujours plus de la même chose qui ne marche pas. En fait, c'est parce que le pourquoi est pas assez fort. Et l'autre point aussi qui me vient, et j'avais aussi fait une vidéo dessus. Le titre c'était en lien avec une de nos plus grandes faiblesses en tant qu'être humain. C'était moi ce que je vois, c'est que quand on se bouge pas les fesses, c'est parce qu'on en a pas assez marre. Et que moi ce que je vois, c'est que on se bouge quand on en a marre d'en avoir marre. Et malheureusement, on est un peu tous comme ça. Mais souvent on se bouge et on se prend en main, on fait bouger les choses, on pose des actes quand vraiment on n'en peut plus. Et malheureusement, et c'est ça où moi des fois ça me désole quand je vois certaines personnes. Souvent je suis obligée de refuser des gens en coaching parce qu'ils viennent me voir, mais entre guillemets c'est trop tard. Enfin ils sont déjà en dépression. Non, je sais pas par rapport à ce que tu disais. Ils en ont pas encore suffisamment marre. Alors ça dépend. D'autres, certains oui, et d'autres où en fait ils sont déjà au fond du trou. Et moi je suis pas psy, je suis coach, et donc je m'occupe pas des gens qui sont au fond du trou parce qu'ils n'ont pas l'énergie en fait. Et voilà. Et souvent il y a des personnes qui viennent me voir pour que je les accompagne, et je suis obligée de les renvoyer vers des psys ou des médecins parce que je leur dis là dans l'état dans lequel vous êtes, je ne peux rien pour vous parce que vous n'aurez pas l'énergie. Et le coaching ça demande de l'énergie. Et voilà, et après, en prenant des cas un peu moins lourds, même dans les personnes que j'accompagne, j'ai dû remonter les bretelles plusieurs fois en disant, mais tu attends quoi pour changer? En fait, et des fois, je suis un peu provocante, mais c'est fait avec bienveillance, et de toute façon, les personnes à qui je le dis, c'est parce que je sais qu'elles peuvent l'entendre, mais je leur dis, ça m'est déjà arrivé de dire, écoute, si tu changes pas, c'est que tu n'as pas assez touché le fond. Et souvent, elle le reconnaît, elle me dit oui. Elle me dit, honnêtement, je pense que c'est ça. Et je pense que j'ai besoin de toucher le fond j'ai besoin d'une claque, en fait, d'une grosse claque pour me réveiller et pour que je me bouge. Mais là, je reste dans ma prison dorée, quoi. Dans mon confort inconfortable. Et donc voilà. Donc par rapport à ce que tu dis, pour moi, il y a ces deux choses. Il y a la notion du pourquoi qui est pas assez fort, et puis celle qui est en lien aussi, le fait de des fois on a besoin vraiment de toucher le fond pour se réveiller, quoi. Donc voilà. Donc quand on se bouge pas, c'est que c'est que c'est pas assez important pour nous maintenant. Oui, du coup il y a deux options qui s'offrent à soi. C'est soit justement de l'accepter et de se dire qu'on s'est dit qu'on allait tenter de faire telle ou telle chose et que finalement ça c'est pas si important que ça, et donc on peut passer à autre chose. Mais voilà, c'est pas forcément avec cette idée c'est pas parce que on n'est pas obligé de tout faire tout le temps en fait pour faire comme les autres, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis ça rejoint un petit peu mon discours aussi, c'est toujours, on en revient toujours à la même chose, et c'est pour ça aussi que pour moi la pleine conscience aide à ça, à trouver un petit peu ce calme intérieur pour savoir, mais moi, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui me paraît juste. Parce que oui, on entend qu'il faut être vegan, qu'il faut manger ça, qu'il faut faire tant de sport par jour, qu'il faut faire des affirmations positives, faire de la visualisation, donc tout ce genre de choses. Mais moi, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me motive? Et qu'est-ce qui me donne de l'élan? C'est ça la question à laquelle on doit tous répondre avant d'écouter et d'être encore une fois boulimique d'informations et de techniques de développement personnel. C'est moi, qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui me met en joie maintenant?
En tout cas, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, peut-être pour un peu conclure notre discussion, c'est qu'on l'a vu tout au long de cet entretien, c'est que finalement, il y a pas de fatalité dans tout ça, et que voilà, on parlait globalement d'estime de soi et de confiance en soi, et que ça se travaille, et que au final, il y a pas de raison, on va dire, d'abandonner, même si on n'a pas vécu des super expériences jusqu'à présent. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les gens qui nous ont écoutés ou qui nous écoutent peuvent aller pour en savoir plus sur ce que tu fais, et puis suivre ton actualité? Oui, mon blog et la chaîne YouTube essentiellement, et la page Facebook aussi, donc au nom de Les Guerriers Pacifiques. Donc le blog, c'est lesguerrierspacifiques.com. Ok. Voilà, tout simplement. Très bien. Est-ce que tu as envie d'ajouter un dernier mot? Non, je pense que après en 45 minutes, c'est à la fois court et long. Voilà, c'est ça. Mais, non, je pourrais passer la journée à détailler, mais non, en gros, je pense qu'on a dit le principal, et l'idée, c'est vraiment, de donner des pistes de réflexion. Et moi, mon message global, c'est écoutez-vous, écoutez ce qui fait sens pour vous, ce qui est juste pour vous, et puis voilà. C'est parfait. C'est plus important. On s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup, Maïlan. Merci à toi, Xavier. À bientôt, au revoir. À bientôt. Encore merci, Maïlan, pour ta disponibilité et ta bonne humeur. Alors, je vous rappelle que si vous voulez accéder aux notes de ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur le lien suivant, extraforum.fr/21, le chiffre 21. Et vous ne le savez peut-être pas, mais si j'ai décidé de lancer ce podcast, c'est parce que je me suis donné la mission de favoriser le partage des connaissances afin d'inspirer les gens pour que leur quotidien soit enthousiasmant et épanouissant. Cela passe donc par la publication de ces interviews chaque semaine, mais aussi par l'animation du groupe privé Formidéal sur Facebook. Vous pouvez nous rejoindre gratuitement, et la communauté des idéalistes se fera un plaisir de vous accueillir dans un esprit d'entraide et de bienveillance. L'objectif est de vous aider à avancer et à progresser sur vos challenges du moment, que ce soit autour du poids, de l'énergie, de l'activité physique et tout ce qui concerne le bien-être en général. Pour en savoir plus et accéder au groupe, montrez-moi simplement votre souhait d'y participer et répondez aux 3 questions posées. Vous pouvez imaginer ces questions comme la porte d'entrée du groupe. Prenez le temps de répondre aux questions car c'est important, et d'ailleurs, toute demande sans réponse ne sera pas validée. Alors pour nous rejoindre, soit vous passez par le lien extraforum.fr/groupe, ou sinon, vous cherchez Formidéal dans le moteur de recherche de Facebook. Je suis impatient de vous lire, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!